Ok. Et juste pour tout le monde, en complément de ce qu'a dit Bruno, là, pour celles et ceux qui n'ont pas, par exemple, encore participé à un journal club, faut vraiment pas hésiter à intervenir. En fait, là, on va avoir une grosse heure devant nous. Normalement, je vais faire une petite présentation qui va prendre, allez, une trentaine de minutes. Et il y a vraiment des temps dédiés au partage. Donc, je sais qu'en visio, des fois, c'est pas facile de prendre la parole ou de lever la main. Ça peut être un peu à contre-temps. Donc, n'hésitez pas à activer votre micro et puis prenez la parole directement pendant la présentation. Ce sera plus simple pour tout le monde. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, ça va être le 6e journal club. Et du coup, on va parler du bois en rivière. Je trouvais ça important parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la distinction entre le bois en rivière et la notion d'embâcle. Et vous savez bien que c'est pas facile en fait d'essayer de déconstruire cette vision populaire du fait qu'un bois mort c'est un embâcle. Et du coup, pour la différencier, on va essayer de prendre la définition que un embâcle c'est problématique pour la sécurité des biens ou des personnes, alors qu'à l'inverse, on va dire plutôt que le bois en rivière, ça va avoir un intérêt biologique et hydromorphologique qui est vraiment indéniable. Là, quand je prenais l'exemple sur la sécurité des biens et des personnes, on peut voir par exemple un gros embâcle, un arbre mort tombé au niveau des piles de pont, et on peut voir que si jamais il y a d'autres crues ou d'autres matériaux apportés, il peut y avoir des dégâts sur les infrastructures, par exemple en déstabilisant ces piles de pont-là. Donc là, clairement, l'enlèvement est vraiment préconisé et on peut voir que ça peut créer des dégâts, alors que là, un petit amas de branchage dans un petit cours d'eau, clairement, il n'y a pas de risque engendré, en tout cas directement. Et je vous disais que quand on parle du coup de bois en rivière, on entend vraiment souvent une perception populaire qui est très très négative. Alors moi, je veux bien parier tout ce que vous voulez qu'il n'y a pas un seul technicien rivière là, dans le département qui n'a jamais été appelé pour enlever du bois dans les cours d'eau, que ce soit des amas de gros branchages ou alors des fois des petits bois morts qui traînent par là. Parce que souvent, on va entendre de la part du grand public, on entend tous ces arguments-là, du genre c'est pas propre, c'est pas beau. On entend aussi c'est dangereux, ça provoque des inondations, ça gêne. Alors ça gêne quoi? Ça souvent on ne sait pas trop, hein. Ça érode, ça bloque les feuilles. Et de temps en temps, on entend aussi c'est dans la loi, on doit enlever les embâcles des cours d'eau. Et ça, c'est à peu près le seul truc exact, parce qu'il y a un article du Code de l'environnement, c'est le L214-14, qui présente en fait l'enlèvement des embâcles comme une obligation du riverain des cours d'eau. Donc là, je vous ai remis très brièvement l'article qui dit que le propriétaire riverain, il est tenu à un entretien régulier du cours d'eau et que cet entretien-là, il doit maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, ça doit permettre l'écoulement naturel des eaux, contribuer à son bon état écologique ou alors, le cas échéant, à son bon potentiel écologique. Et en fait, cet article-là, il n'est pas forcément formulé de la manière dont le grand public l'entend, parce que en fait, la plupart des bois en rivière, en fait, ils n'entravent rien les aspects énoncés en vert là dans l'article. Et du coup, c'est un peu le déroulé de cette présentation, c'est qu'en fait, on va essayer de prouver que la plupart des bois en rivière auxquels on est confronté n'entravent pas du tout le bon potentiel écologique ou le bon état, tout simplement, et sont même au contraire bénéfiques pour le fonctionnement du cours d'eau. Donc là, c'est le mini-plan qu'on va aborder aujourd'hui, hein. On va parler un petit peu de la diversité des écoulements et des habitats en tête de bassin versant apportés par le bois en rivière. Que le bois en rivière augmente aussi la biodiversité par endroits. Ça peut être un frein naturel à l'écoulement et du coup diminuer les pics de crue en aval. Et c'est aussi important pour le piégeage de la matière organique. Alors, du coup, je vais commencer par le premier point là. C'est que le bois en rivière, et donc, il a vraiment un incidence sur la diversité des écoulements et des habitats des cours d'eau en tête de bassin versant. Et cet aspect-là, ils ont été vérifiés à la fois en vrai, donc par des retours d'expérience de terrain. Là, on va en parler plus tard. Et aussi par des expériences en laboratoire. Donc là, c'est notre première diapo. Donc, je trouvais ça hyper intéressant en fait, de vous parler de cette étude. C'est des Allemands qui ont réalisé ça en 2007. Parce qu'ils ont créé une simulation de cours d'eau avec des conditions vraiment extrêmement proches de notre tête de bassin versant. En gros, là, c'est un cours d'eau artificiel en laboratoire avec une pente constante de 1%. Ils ont créé des petits circuits de 100 mètres de long, 1 mètre de large, avec en moyenne 12 cm de hauteur d'eau. Et tout ça dans des conditions d'écoulement assez uniformes. En gros, c'est un substrat de sable grossier ou de cailloux vraiment fins.
Et à partir de ça, ils ont simulé plusieurs conditions d'écoulement avec plusieurs débits. Donc Wood 1, c'est la première expérience avec des débits de 0,13 m3/s. Et Wood 2, la deuxième expérience avec un débit légèrement plus fort de 0,20 m3/s. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ces débits-là, pour ceux qui ont fait un peu de calcul hydraulique dans leur restauration, bah là, direct, vous voyez bien que ça correspond au débit cru de plein bord de nos petites têtes de bassin versant par chez nous, et les petits cours d'eau qui ont à peu près des surfaces de BV amont entre 1 et 2 km². Souvent, c'est les débits de plein bord là qu'on retrouve. Et du coup, pour les expériences d'ajout de bois mort, ils ont décidé d'ajouter un peu de matière aléatoire, une cinquantaine de paquets de bois mort. Alors souvent, les bois, ils faisaient 1 mètre de long et 10 cm de diamètre, pardon. Et ils les ont mis aléatoirement sur ces 100 mètres de ruisseau artificiel. Et du coup, ils ont ensuite regardé les réponses du cours d'eau. Ici, vous avez les réponses du cours d'eau à l'ajout de bois mort, et en étudiant un petit peu les ajustements du fond du lit, pour ces deux débits simulés. Donc en fait, là, je ne vous l'ai pas mis, mais l'état initial, avant ajout de bois, il y avait 100% de plane surface. Donc en fait, la plane surface, là en anglais, c'est en gros un fond plat assez uniforme. Et pour l'ajout de bois, pour Wood 1, avec un débit plus faible, on voit clairement qu'on passe à 53% de fond plat uniforme, et tout le reste, c'est des ajustements du fond du lit. Donc là, on a, ici, ça veut dire des ondulations, en gros à 35%, donc ondulation du fond, ça a eu des réponses morphologiques. Sédiments de barre, en gros, ça va être des atterrissements, il y en a 3%. Et ça, c'est plus des mouilles ou des fosses de dissipation. Et du coup, ça a créé 8% de mouilles ou de fosses de dissipation pour un débit de 0,13 m3/s. Et par contre, quand on augmente très 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 légèrement le débit, parce que là, c'est quand même assez faible pour des conditions en laboratoire, pour des bois placés exactement de la même manière, on observe une réponse encore plus forte, un ajustement du fond du lit encore plus fort, avec presque plus de fond uniforme, à 28%, des ondulations qui représentent plus de la moitié des formes du fond du lit. Pareil, toujours un peu d'atterrissement, et des mouilles et des profonds qui représentent 15% de tout le linéaire du cours d'eau. Donc ça vraiment, ça traduit qu'il y a une diversification du fond qui est assez marquée suite à l'ajout de bois mort. Et là, je veux bien qu'on soit clair, on parle que de diversification du fond, parce que en gros, les berges du cours d'eau, c'est des parois en verre, donc elles ne peuvent pas évoluer. Alors, on peut vraiment imaginer que si on était dans des conditions naturelles avec des berges en matériaux naturels, type argilo-limoneuse, comme on a par chez nous, et du coup, on observerait probablement des sous-berges, et du coup, encore plus d'ajustements ou de diversité dans la réponse à l'ajout de bois. Donc voilà pour cette première expérience. Je vais passer à l'autre. Je ne sais pas, elle était peut-être pas très claire. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si je passe à la suite. Ok, bon, c'est nickel. Du coup, maintenant, je vous ai dit, on avait parlé un petit peu de l'expérience en laboratoire. Maintenant, on va regarder les retours d'expérience sur le bois mort en rivière. Parce qu'il y a des études qui ont été faites sur les structures qui modifient l'écoulement, en fait, les structures naturelles, qui vont avoir un impact sur l'écoulement et qui sont présents dans les cours d'eau de référence. Donc, ça, je vais vous présenter des études issues de relevés sur 58 stations de référence qui ont été faites par deux stagiaires de l'OFB. Alors, j'ai oublié leur prénom, mais un en 2013 et un en 2014. Donc là, vous voyez, les stations de référence, c'est principalement sur le massif armoricain ouest, mais il y en a quand même quelques-uns dans le nord de l'île-et-Vilaine. Et en fait, ces stations de référence-là, donc ces petits cours d'eau très très peu perturbés, voire pas du tout, de par leur quasi-absence de pression, ils présentent vraiment des fortes densités de structure dans le lit mineur, qui va augmenter la rugosité et qui va avoir aussi un effet de diversification des écoulements. Et du coup, l'intérêt du protocole tête de bassin versant, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais c'est qui permet en fait de relever ces informations-là et de prendre en considération en gros ces obstacles naturels qui ont un impact sur l'écoulement. Et il y a 4 principaux obstacles à l'écoulement qui sont référencés. C'est la roche, donc en fait c'est un peu de la granulométrie quelconque. La MOPG, en fait c'est de la matière organique particulière grossière. En vert, là, c'est des végétaux présents dans le lit mouillé, et en marron, c'est le bois. Et en fait, on voit bien que dans leurs études, la composition moyenne des structures qui modifient l'écoulement pour ces stations de référence, elle est largement dominée par le bois en rivière. Ça représente 58% de toutes les structures, donc c'est vraiment énorme. Et ça représente
ça comporte aussi 20% de végétation, après 17% de MOPG, et puis 5% de roches quelconques. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire qu'en système naturel, on retrouve beaucoup de bois en rivière, qui ont vraiment des rôles de diversification des écoulements et d'habitat, alors que là, je vous ai mis une petite photo. Le problème, c'est qu'il est très souvent absent après restauration. Le bois en rivière, on a un peu trop peur, je pense, de le rajouter dedans. Parce que je mets un cours d'eau restauré ne doit pas être trop propre. Souvent, nous, ça nous fait bizarre. Si on va ajouter du bois en rivière, on a l'impression qu'on ajoute quelque chose qui va perturber le cours d'eau, alors que non, c'est bien un habitat qui est naturellement présent. Et du coup, ce que je vous remets là, c'est que la diversité de structures au sein du limineur, en fait, et sa forte densité, c'est des éléments de rugosité naturelle qui sont vraiment indispensables. Donc la rugosité, ça a vraiment plein de rôles intéressants. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder le journal Club 1, ça traitait de ça. Je ne vais pas trop en reparler là. Mais du coup, il est vraiment essentiel de s'assurer que ces éléments de rugosité ils soient présents lors de la restauration des cours d'eau. Et notamment, ici, on parle de bois mort. Du coup, je continue. Donc là, on parlait d'habitat, de diversité des écoulements, et je voulais vous prendre du coup sur ce diapo-là un petit exemple qui montrait qu'en fait le bois en rivière, ça pouvait être vraiment pas seulement un habitat quelconque, mais vraiment un habitat privilégié pour certaines espèces, et notamment pour les macro-invertébrés. Donc là, en fait, sur ce diapo, vous voyez, en fait, ce sont la densité de taxons d'invertébrés qui ont été échantillonnés sur plusieurs habitats. Donc des habitats type sable, des habitats type roche. Donc là, j'ai traduit parce que c'était en anglais, mais en fait, roche, c'est substrat graveleux, quoi. C'est des cailloux ou des pierres. Et aussi débris ligneux. Donc là, ça va être des bois. Et donc ça a été fait sur un cours d'eau de tête de bassin versant du Pays Basque en Espagne. Et en fait, ce que je vous ai entouré en orange, c'est quand les débris ligneux sont majoritaires, et du coup, ça traduit un habitat privilégié de l'espèce. Donc là, on voit pour les gamards, c'est l'habitat privilégié. Ici, vous avez 5 espèces d'éphémères rhéophiles, donc c'est-à-dire qu'elles aiment bien les eaux courantes. L'habitat est privilégié pour 2 d'entre elles, et avec là, pour les baetis, un petit point d'interrogation, parce que c'est assez proche, il n'y a pas trop de différence significative entre roche et bois. Et par contre, pour les trichoptères, peu importe l'espèce de trichoptère, à chaque fois, le bois, c'est vraiment l'habitat privilégié. Et dans une autre étude, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'en fait, ils ont prouvé que le bois en rivière, il pouvait contenir 60% de la biomasse en invertébrés par mètre de cours d'eau. Et ça, mais c'est vraiment énorme. Ça veut dire que le bois, il a vraiment un rôle majeur. Et là, ce que je vous ai mis, je fais OK, nous, dans la restauration, on restaure souvent avec du substrat assez fin, et on va ajouter des grosses pierres pour dire qu'on rajoute de l'habitat et de la diversité d'écoulement. Mais en fait, là, on se rend vraiment compte que pour ces espèces-là, qui sont présentes dans nos cours d'eau en Ille-et-Vilaine, si jamais on n'ajoute pas du tout de bois, on va se priver d'une quantité d'habitat écologique qui est vraiment non négligeable pour les espèces. Vraiment, ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Du coup, je ne sais pas si vous n'avez toujours pas de questions, je peux passer à la suite. Ok, n'hésitez pas à intervenir si jamais, même si vous avez des remarques ou s'il y a des trucs qui ne vous semblent pas pertinents, à l'occasion, c'est d'en discuter. Et du coup, maintenant, on va sortir un petit peu de l'aspect biologique, et on va parler ce que je vous disais tout à l'heure, des conséquences sur les temps de transfert et les inondations. Les conséquences, la présence, qu'est-ce que la présence de bois mort peut engendrer sur ces temps de transfert de l'eau. Et il y a eu des expériences, du coup, donc là, pas en laboratoire, en vrai, où ils ont ajouté du bois mort dans les petits cours d'eau, et ils ont vu que le bois mort, ça pouvait être un frein naturel à l'écoulement. Donc en fait, ces expériences en milieu naturel, ils ont été réalisés dans les mêmes petits cours d'eau des Pays Basques, là, des têtes de bassin versant en Espagne, ce que je vous expliquais la diapo d'avant. Et ces mêmes chercheurs, du coup, ils ont essayé d'observer les modifications des vitesses d'écoulement et des temps de transfert de l'eau suite à l'introduction de bois. En gros, je vais vous expliquer très rapidement le principe de leurs études, mais ils avaient décidé d'ajouter du sel à forte concentration de l'eau à un endroit,
et ensuite il mesurait la conductivité 100 mètres en aval de cet ajout de sel. Donc on voit à gauche là, ce sont les valeurs mesurées avant ajout de bois sur un tronçon, donc avec le contrôle et l'expérimentation, donc sans ajout de bois. Et du coup, il y a un pic, hein, bien évidemment, du coup, la conductivité, elle augmente ponctuellement après un certain temps au vu de la dose d'ion chlorure qui est ajoutée dans le milieu. Donc là, c'est une réponse tout à fait normale. Et en fait, à droite, les résultats, c'est vraiment les valeurs qui sont mesurées après l'introduction de bois, donc pour la courbe expérimentale before. Cette étude-là, on parlait donc voilà d'ajout de concentration de sel et la réponse de cette concentration avec ajout ou pas de bois mort. Donc là, à gauche, c'était l'expérimentation donc avant pour ajout de sel sans ajout de bois mort. Donc on voit à la fois le contrôle et l'expérimental before, la courbe. Et ben, ça traduit vraiment un pic de conductivité et qui était normal parce que c'était vraiment la réponse à l'augmentation de la dose d'ion chlorure dans le milieu. Et par contre, pour tout ce qui était graphique de droite, donc ça va être après l'ajout de bois mort. Donc le contrôle, il ne s'est rien passé, normal, ça traduit que l'expérimentation marche bien. Et pour la courbe expérimentale after, du coup, après ajout de bois mort, je crois que j'étais rendu là, je vous disais que du coup, la conductivité maximale, ici, elle diminue vraiment en raison d'une diminution des débits de pointe. En gros, les chercheurs là, ils ont montré que les débits de pointe, la diminution des débits de pointe, elle augmentait le temps de transfert des ions chlorure. En gros, ça veut dire que ces ions, ils sont tous arrivés moins vite à droite là que dans le témoin sans bois grâce à l'étalement du débit. Et ça, en même temps, c'est un peu normal parce que du coup, on a dit que les débits étaient fortement liés à la rugosité. Donc, si jamais on ajoute du bois mort, on augmente cette rugosité, donc on diminue les débits, donc on diminue les temps de transfert. Donc, voilà pour cette diapo. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'ajout de bois mort donc, dans les petits cours d'eau, en plus de diminuer les temps de transfert, il permet vraiment la rétention de la matière organique. Donc, il y a des chercheurs qui ont étudié la rétention de la matière organique particulière grossière, donc ce type des feuilles, par exemple des feuilles mortes, dans les tronçons avant et après la mise en place de bois. Donc en fait, dans les streams, donc c'est des sites de cours d'eau, et ces sites-là sont récapitulés dans le tableau plus bas qui présente les caractéristiques de ces sites. Et en fait, on voit bien que le site 1, 2, 3, ici, ce sont des toutes petites têtes de bassin versant. En fait, c'est des cours d'eau de rang 1 ou 2 avec des petites surfaces drainées. Là, 230 hectares, c'est vraiment tout petit. Des petites largeurs à plein bord, des pentes assez fortes et des débits modules interannuels assez bas. Et par contre, le stream 4, ici, c'est vraiment un cours d'eau plus grand. Là, on n'est plus sur la tête de bassin versant. Il y a plus de 5 km drainés. Il fait 13 mètres de large. Donc, on va voir qu'il ne réagit pas pareil. Et du coup, les courbes grises, ce sont les courbes de contrôle. Donc, ça veut dire sans ajout de bois. Et les courbes expérimentation en noir, ce sont des courbes après ajout de bois. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, du coup, on voit vraiment bien que pour les 3 cours d'eau de tête de bassin versant, quand il y a eu l'ajout de bois mort, il y a vraiment une très très grosse réponse au niveau de la rétention de la matière organique grossière. Et on voit qu'il y a une accumulation de cette matière organique-là dans les débris ligneux. Pour les 3 têtes de bassin, clairement, la courbe après ajout de bois en noir, elle augmente vraiment de manière exponentielle, alors que le contrôle ne bouge pas trop. Donc ça traduit vraiment le fait que le bois en petits cours d'eau, il permet de piéger la matière organique. Et par contre, à l'inverse, on voit que dans le gros cours d'eau, il n'y a pas vraiment de réponse significative en fait. Après ajout, avec ajout de bois mort ou non, il n'y a pas d'accumulation de matière organique dans les débris ligneux. Et du coup, je vous rappelais juste que cette matière organique-là, elle a vraiment un rôle clé dans le fonctionnement des hydrosystèmes, parce que c'est à la fois une source de carbone, du coup, ça lance un peu les réseaux trophiques, c'est le moteur des réseaux trophiques, et ça a aussi un bon rôle en termes d'habitat,
et ça va booster la biodiversité. Parce qu'en fait, comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, comme le bois, ça va être du coup le moteur de la chaîne trophique et qui sera disponible dans les réseaux trophiques, on va avoir des invertébrés et des populations piscicoles qui vont utiliser à la fois le bois en termes de ressources alimentaires, par exemple les invertébrés qui vont venir dégrader la matière organique, et aussi en termes d'habitat, parce que du coup, après, il y a les populations piscicoles qui vont venir se nourrir de ces macro-invertébrés et qui vont aussi se servir du bois mort comme habitat. Donc vraiment, la matière organique, ça a vraiment un rôle hyper intéressant dans les cours d'eau. Et toujours ce même diapo-là, je voulais vous présenter vite fait le stream 4, parce que je vous disais que l'ajout de bois marchait vraiment bien pour les petits cours d'eau de tête de bassin versant, mais vraiment moins bien pour les plus gros cours d'eau. Là, il fait 13 mètres de large, il n'y a pas d'accumulation de matière organique, et ça, c'est traduit parce qu'en fait, dans leur expérience, les bois morts dans le grand cours d'eau, ils ont été emportés. Parce qu'en fait, ils avaient décidé de faire vraiment de l'ajout naturel. S'il y a des bois morts qui tombent dans les cours d'eau, bah, personne ne vient les fixer, hein. Ils flottent ou ils se calent dans certains endroits des cours d'eau d'une manière plus ou moins naturelle. Et le gros cours d'eau, via son débit assez élevé, et bah, il a emporté ces bois morts. Et du coup, il ne tenait pas. Alors qu'à l'inverse, les 3 petits cours d'eau de tête de bassin versant, et ben, je vous ai mis là, ils n'avaient pas la force hydraulique pour transporter des gros bois sur des longs linéaires. Donc en fait, ces bois, ils étaient directement piégés, et du coup, ces bois-là pouvaient piéger la matière organique. Donc, en plus, il y a d'autres chercheurs qui disaient que l'ajout de bois, il semblait fonctionnel seulement si ce bois mort, il était retenu suffisamment longtemps pour influencer les processus fluviaux qui ne bougeaient pas trop tout le long du cours d'eau. Donc ces deux aspects-là, ça traduit vraiment que l'ajout de bois, c'est vraiment une technique qui est non seulement intéressante, mais aussi ultra pertinente pour les petits cours d'eau de tête de bassin versant. Il n'y a vraiment pas de risque à engendrer par l'ajout de bois, vu que ceux-ci, ils n'ont pas la force hydraulique pour les transporter. Donc vraiment intéressant à retenir. Et du coup, je continue. Vous ne m'avez pas perdu, là, c'est bon, j'ai plus de soucis. Non, c'est bon. Ah, cool. Cool, parfait. Du coup, je continue sur le sujet en ouvrant un peu la discussion, parce que depuis tout à l'heure, je vous présente des expériences où il y a eu de l'ajout de bois, mais il y a aussi beaucoup de chercheurs qui essayent de raisonner en restauration passive, c'est-à-dire en recrutement naturel du bois mort en rivière. Et là, je vous ai juste rappelé très rapidement dans toutes les études les modes de recrutement naturel du bois en rivière. Donc en fait, l'alimentation du bois, il se fait essentiellement à partir soit des forêts riveraines ou bien de la ripisylve qui longe une partie des cours d'eau. Et on retrouve le bois plutôt via la sénescence de la ripisylve. Donc c'est vraiment le vieillissement naturel et qui peut être assez rapide pour certaines espèces. On va retrouver du bois en rivière aussi à cause de l'attaque d'insectes ou bien de pathogènes qui vont, qui vont détruire le bois, le rendre mort et il va tomber par la suite dans le cours d'eau. On a aussi des coups de vent ou des tempêtes qui peuvent casser ou arracher les arbres. Donc nous, en Bretagne, on est quand même assez touchés par ce genre de phénomène. On peut avoir aussi de la mortalité qui est liée à la compétition entre les jeunes pousses en fait, dans les stades initiaux de recolonisation. Ou sinon, on peut avoir du boiement en rivière à cause de l'érosion naturelle, en fait, de l'affouillement naturel des berges, qui va pouvoir mettre à nu en fait l'appareil racinaire et puis à terme déstabiliser l'arbre en fait, par exemple dans une zone concave de méandre, peut-être qu'à terme un arbre peut tomber et du coup créer du bois mort dans le cours d'eau. Mais par contre, tous les chercheurs qui bossent sur la restauration passive du bois en rivière, ils sont d'accord pour dire qu'en fait, pour avoir vraiment un recrutement naturel et de manière pérenne, il faut vraiment que la ripisylve, elle soit très diversifiée et qu'elle atteigne un stade vraiment mature pour assurer un apport continu de bois à la rivière. Donc là, je vous mets que nous, dans notre vision de gestionnaire de cours d'eau, si on veut raisonner en restauration passive, il faut vraiment avoir en tête que là, il va falloir tendre vers des modes de gestion très, très, très allégés de l'entretien de la ripisylve, parce que sinon, on ne pourrait pas avoir ce recrutement naturel du bois en rivière. Et un truc intéressant qui me permet de faire la transition avec la suite,
je ne vous l'ai pas mis là, mais les chercheurs qui bossent du coup sur la restauration passive, ils trouvent un gros avantage à avoir cette restauration passive-là plutôt que l'introduction volontaire de bois. Parce que cette technique, en fait, elle évite à la fois d'avoir des quantités de bois non naturelles dans les cours d'eau et elle permet surtout la diversité des positions du bois. Il y a un chercheur qui est assez connu, là, anglais, qui s'appelle Wallerstein, qui à la suite de ses études, a identifié 5 positions naturelles du bois en rivière. Et ces positions-là sont associées à chaque fois à des rôles morphologiques. Et vous allez voir que pour chaque classification, je vous les ai remis là, je vous ai mis le principal du coup rôle joué par les structures de bois, c'est en dessous. Et en fait, ces rôles-là, ils sont bien souvent relatifs à de la diversification des écoulements. Donc je trouve le parallèle assez sympa parce que sur pas mal d'actions, j'ai souvent vu ou même entendu un certain technicien milieu aquatique qui me disait on va entretenir la ripisylve, on va enlever tous les bois et puis après on va créer de la diversification par rapport de matériaux. Et ça, je l'invente pas, hein, il y en a qui me le disent. Et du coup, je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, là, on va se rendre compte que bien souvent, le bois, quand il est laissé là ou même quand il est fixé sur zone, il va bien jouer naturellement ce rôle de diversification. Il n'y a pas besoin d'apporter des matériaux en plus sur site. Donc, le premier point, première position qui a été identifiée par ce chercheur-là, donc c'est la position barrage strict. Donc, en fait, là, vous voyez des images. Grossièrement, c'est un barrage en fait, qui forme un espèce de mini-seuil de bois en travers du chenal. Et cette position-là, ce que je mettais, elle permet vraiment de piéger les sédiments, la matière organique, et elle va créer une petite chute naturelle en aval. Donc ça, c'est pas du tout problématique pour la continuité écologique, et au contraire, c'est bénéfique pour le cours d'eau. La deuxième position qui a été identifiée par ce chercheur, c'est le barrage ouvert au fond. Donc en fait, ça veut dire que le bois, comme tout à l'heure, il est toujours placé. Là, on en voit un plutôt gros, et là, c'est plutôt un amas de branchage. Ils sont toujours placés en travers du chenal, mais cette fois, ils présentent une ouverture dans le fond du lit. Et cette ouverture, elle va souvent créer, on voit bien là, une érosion locale. On voit une espèce de mouille là qui se crée. Et cette érosion peut créer une fosse de dissipation, voire parfois une séquence radier-mouille, comme ici. Et du coup, pareil, je vous remets à privilégier l'utilisation de ces matériaux naturels et déjà sur place, parce que si on enlève ce bois-là, si ça se trouve, on va perturber le fonctionnement hydromorphologique du cours d'eau et on va perdre notre séquence radier-mouille qu'on essaye pourtant tout le temps de restaurer dans nos restaurations. La troisième position, ça va être ce qu'ils ont appelé l'entassement déflecteur. Donc là, il y a des exemples à travers une souche et aussi un bois positionné. Donc en fait, ça veut dire que pour l'entassement déflecteur, lui, il traduit que le bois il est positionné à l'oblique du chenal, ce qui va dévier les écoulements et potentiellement créer une petite érosion latérale des berges. Ici, ça se voit bien, hein. Le courant est contenu de ce côté-là. Du coup, là, on voit l'argile et les anus, ça crée une érosion. Et en fait, ça, c'est des structures qui sont vraiment naturellement présentes dans les petits comme les grands cours d'eau. Et ça joue naturellement le rôle de déflecteur, hein. On peut bien imaginer que là, à terme, ici, il va y avoir un atterrissement qui va se créer par dépôt de matière organique, ou de sable, ou de limon, enfin, peu importe. Et du coup, ça peut créer une rizeberme au bout de quelques années. Donc là, on voit bien l'intérêt de ne pas enlever ces zones pour, par la suite, venir mettre une rizeberme, quoi. Ce ne serait pas logique. Et l'autre position du bois en rivière identifiée par le chercheur, ça va être l'entassement parallèle. Donc là, c'est sur les deux photos, on voit, bon là c'est un peu faible, hein, mais j'en ai pas trouvé d'autres. En fait, c'est le bois, il va être entassé donc à la parallèle de l'écoulement. Et du coup, cette disposition, elle peut vraiment être intéressante parce qu'elle contribue à la fois à la formation de bancs, genre d'atterrissement, donc ça va contribuer à la réduction naturelle de la section de l'eau. Donc ça va augmenter, comme on réduit la section hydraulique, et du coup, on va augmenter les écoulements, donc ça va créer de la diversification. Et à l'inverse, sur la photo à droite, ça peut aussi jouer le rôle de protection de berge. On voit là, il y a un arbre qui a poussé, qui est tombé et qui protège en fait la zone concave du méandre. Du coup, il y a un atterrissement derrière. Donc, ça évite aussi un surélargissement à cet endroit-là. Donc, ce sont souvent des zones en plus où on a tendance à faire de la diversification, nous, les techniciens milieu aquatique. Et on voit qu'en fait, si on pose juste du bois en rivière qui est déjà présent ici, il va bien jouer ce rôle-là. Et un dernier petit point
pense qui était intéressant, c'est que je voulais faire une petite ouverture d'esprit en quittant un petit peu la vision propre au cours d'eau. C'était ce qu'on a appelé la position passerelle. Donc ça, c'est pas mal étudié par Mickaël Le Bihan de l'OFB. Et en fait, ça fait le lien un peu avec tout ce qui est trame verte, corridor écologique, trame bleue. C'est en fait ce qui, souvent on sous-estime la difficulté des micro-mammifères ou des espèces à traverser des cours d'eau, notamment des fois pendant leur période de reproduction ou quand ils souhaitent se déplacer, quand les cours d'eau sont en crue, bah, c'est pas facile, hein. Là, on imagine bien à droite un petit mulot qui veut traverser le cours d'eau, bah, pour lui, c'est vraiment la galère. Alors qu'en fait, les bois en position passerelle, et ben, ils permettent justement cette trame. On imagine bien traverser on imagine bien soit des renards, des lièvres, des micro-mammifères qui traversent le cours d'eau par-dessus ces petits bois-là. Et du coup, ça sert vraiment de passerelle et de corridor écologique. Et donc, si vous n'avez toujours pas de questions, j'en viens à la conclusion. Alors, c'est un peu mixte conclusion-ouverture. Du coup, sur l'ajout de bois en rivière lors de la restauration. Moi, ce que je veux vraiment retenir, c'est qu'en fait, le bois en rivière, il faut vraiment le replacer au centre des réflexions pour les gestionnaires en milieu aquatique. Parce que je voulais vraiment que vous sachiez que dans certains pays européens, genre chez les Finlandais ou même à côté, chez nous, les Allemands, c'est vraiment les meilleurs, et ben en fait, ils mettent en place des programmes de conservation du bois mort en rivière et ils mettent beaucoup, beaucoup d'opérations d'ajout de bois. Alors, soit destinées à améliorer la qualité piscicole des cours d'eau, mais aussi ils se sont rendus compte que ça avait vraiment un rôle hydromorphologique indéniable. Et du coup, ils continuent d'ajouter du bois dans leurs cours d'eau. Donc ça veut dire que la restauration des cours d'eau par ajout de bois, c'est vraiment quelque chose qui est en vogue. Et moi, je trouve ça un peu dommage, c'est pas assez fait en France, et notamment en Bretagne ou en Ille-et-Vilaine. Parce que je vous mets tous les aspects positifs quand même, c'est une méthode qui est, on est d'accord, peu expérimentée, alors que le retour, c'est vraiment positif et il est bien fait, démontré. Là, j'ai essayé de vous le prouver aujourd'hui. On a vu aussi, et ça c'est indéniable, que c'est vraiment une technique de restauration qui est pertinente et qui est entièrement adaptée aux têtes de bassin versant. Que la présence de bois, ça permet d'éviter de recréer une certaine homogénéité en restaurant les milieux. Rappelez-vous les retours d'expérience dont on a parlé sur la diversité d'habitat et d'écoulement. Ces bois, ils sont hyper intéressants alors que ils sont rarement introduits, voire même des fois retirés des restaurations. On peut penser qu'ils posent souci alors qu'en fait pas du tout de souci pour le cours d'eau. Il ne faut surtout pas oublier que c'est la première source de carbone, le bois mort en rivière, donc c'est vraiment la base des réseaux trophiques. Et aussi, ce sont des matériaux qui sont naturels, gratuits et très souvent disponibles sur place. Donc pas trop s'embêter à apporter des matériaux, faire de l'import sur site, alors que des fois le bois mort peut jouer ce rôle-là. Et aussi, il tend vers une situation de référence morphologique. Donc ça, c'est en tous les avantages. Après, je vous ai mis quand même, pour être honnête, quelques petits points d'interrogation sur cette technique qui est encore peu utilisée. C'est vraiment indispensable d'associer l'ajout de bois et la restauration passive pour assurer un recrutement périn du bois en rivière. Parce qu'évidemment, sur le site de la restauration, ça va être intéressant d'ajouter quelques petits patchs de bois mort. Mais si on n'a pas une ripisylve adaptée et un recrutement naturel, on peut penser qu'à terme, cet ajout de bois il va être efficace seulement 5 ou 10 ans avant la dégradation du bois. On a actuellement, et ça souvent c'est la principale problématique que vous faites remonter, c'est qu'il n'y a pas de protocole standardisé en fait. Oui, il n'y a pas vraiment de méthode de suivi adaptée pour savoir si la restauration par ajout de bois marche ou marche pas. Enfin, du bois marche pas, genre est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou pas. Que les résultats scientifiques du coup de l'ajout de bois sont prouvés, mais voilà, on est encore en train d'expérimenter niveau pratique, hein, ça fait lien avec l'absence de protocole standardisé. Et peut-être la chose la plus compliquée, c'est la perception sociale, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, l'acceptation. Et du coup, ça, je sais que c'est vraiment pas facile, mais c'est un peu notre rôle. Ce que je mettais en conclusion, c'est que là, tout ce que je vous ai présenté, c'est que les données scientifiques, elles convergent vers un avis qui est complètement opposé à la perception sociale, en fait, assez populaire. Ce qui signifie que le bois en rivière sera un élément clé pour le fonctionnement hydromorphologique des rivières et leur biodiversité. Il ne faut vraiment pas l'oublier dans le cadre de vos restaurations. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. J'espère que ce n'était pas trop haché du coup avec les petits problèmes de connexion.
Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui souhaitent intervenir ou si vous avez des questions sur certaines études que je vous ai montrées là ou certains résultats. Du coup, Mathieu, ouais, j'aurais bien une petite observation complémentaire à apporter. Du coup, si tu peux me permettre, donc tu as bien insisté effectivement sur tous les rôles hydromorphologiques et notamment biologiques du bois mort, mais je pense qu'il y a aussi un rôle qui est pas non plus à négliger dans toutes nos actions et qui fait du lien, c'est le rôle auto-épurateur aussi que ça amène, notamment parce que ça va augmenter, bah, comme tu l'as bien dit, hein, les temps de séjour, ça va amorcer la chaîne trophique. Et de ce point de vue-là, ça va injecter effectivement aussi toutes les bactéries, les champignons et les invertébrés qui vont lancer les processus de dégradation. Et aussi, en favorisant le débordement latéral, ben, on comprend bien que tout ça contribue à améliorer ce rôle d'auto-épuration. Donc, c'est aussi un des aspects très positifs de l'injection du bois dans les restaurations. Je voulais juste voilà, Ouais, mais tu as raison, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que tout autour du bois mort, vraiment, ouais, va y avoir un cortège d'organismes vivants qui vont venir dégrader, décomposer la matière organique en fait, qui est captée par ce bois. Quand vous voyez, c'est tout l'intérêt de ce qui était appelé la MOPG, la matière organique particulière grossière. Parce que du coup, il y aura des bactéries ensuite qui vont transformer du coup cette matière organique en matière minérale. Et du coup, comme tu dis, tous ces processus d'auto-épuration-là, ils vont se mettre en place. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais tu fais bien de le dire parce que ça n'a pas été présenté aujourd'hui et pourtant ça fait partie complètement de nos objectifs de restauration quand on dit améliorer la qualité du cours d'eau. Moi, j'aurais une petite question, Mathieu, ou une observation, je ne sais pas. Ouais. Est-ce qu'on a des éléments sur... Donc ça c'était beaucoup des exemples d'introduction du bois mort sur les restaurations et sur les têtes de bassin versant. Et pour compléter ce que vient de dire Florian, d'un point de vue piscicole, c'est extrêmement important aussi. Enfin, tu l'as dit pour les macro-invertébrés de soi, mais d'un point de vue piscicole, ça apporte de la nourriture, des caches, voilà, tout un tas c'est extrêmement important. Et qu'est-ce qu'il en est de l'introduction de bois dans les restaurations ou dans les cours d'eau plus larges, dans les rangs de straleurs plus élevés? Est-ce que tu as des données? Est-ce qu'on connaît des choses là-dessus? Ouais, alors moi, personnellement, la seule donnée que j'ai trouvée, c'était sur l'étude que je montrais où il comparait. Je suis toujours en partage d'écran là. Ouais. Oui, c'est bon. Ouais. La seule donnée que j'avais, moi, c'était sur cette étude-là, où il comparait, du coup, tu sais, l'ajout de bois dans les petits cours d'eau et dans les gros cours d'eau. Et là, en fait, le souci, c'est dans plusieurs comment dire, études, enfin, suite à la biblio, là, dans plusieurs documents, il repérait vraiment des problèmes d'ajout de bois dans les gros cours d'eau parce que ça nécessitait plus de moyens. C'est-à-dire qu'il fallait des bois plus gros, il fallait les fixer, il fallait trouver les bons endroits où les fixer dans les cours d'eau parce que sinon, en fait, ces bois, ils se faisaient emporter par les plus gros cours d'eau. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai pas parlé aujourd'hui, parce que pour une question de facilité, nous, sur les têtes de bassin, il faut juste mettre du bois par-ci par-là, et puis globalement, ça reste. Alors que pour les cours d'eau, les gros cours d'eau, c'est défini comme beaucoup, beaucoup plus complexe, et toujours au stade de recherche, en fait, tu vois. Alors, c'est pas pour autant, ça a forcément des avantages, comme on disait tout à l'heure, sur les habitats, sur la population de poissons, sur la biodiversité en général. Mais par contre, pour s'assurer de retenir le bois mort dans les gros cours d'eau suffisamment longtemps, ça veut dire mettre d'autres moyens à côté, réussir à les fixer, à vraiment une réflexion sur où est-ce qu'on le met et surtout sur quelle taille de bois, parce que souvent les gros cours d'eau, c'est là où il va y avoir, tu sais, par exemple des ponts au-dessus des routes départementales ou des gens qui habitent à côté. Oui, Et l'acceptation est plus compliquée. Déjà, c'est plus compliqué, ouais. Et là, ça demande une réflexion vraiment plus pointue. Parce que là, pour le coup, il faut vraiment faire attention à, comme je disais au début du diapo, à pas transformer en fait cette espèce de bois mort ajouté en embâcle sur une pile de pont ou qui vient déstabiliser, je sais pas moi, le terrasse d'une maison à côté d'un cours d'eau ou un truc comme ça. Donc c'est un peu plus complexe. Par contre, ça a tout autant son avantage, hein. Mais c'est un petit peu plus dur à mettre en place, je pense. Oui, évidemment, oui, complètement.
Et après, c'est plus une question de. Enfin, moi, je ne pratique pas la restauration en cours d'eau, mais enfin, quelle est la pertinence? Alors, pertinence, on l'a bien, mais sur l'introduction de bois mort sur des restaurations, comme tu as montré un peu, où il n'y a pas du tout aujourd'hui de contexte boisé autour du cours d'eau. Voilà, Ouais, il y a une photo là. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, du coup, je disais, il faut vraiment faire le lien avec à la fois ajout de bois, mais Mm. aussi restauration de la ripisylve. Enfin, là, en fait, le problème, c'est que si jamais il n'y a aucune plantation qui est réalisée au bord du cours d'eau, on peut se dire que l'ajout de bois, ce ne sera pas périn, C'est ce ça. sera juste une réponse ponctuelle, alors que Mince, je crois qu'on a encore perdu Mathieu. Ouais. Mince. En tout cas, peut-être pour reprendre aussi une partie de la discussion, il y a effectivement les plantations qui sont possibles, même si par endroit, c'est quand même aussi intéressant de laisser la végétation spontanée redémarrer, et ça vient relativement vite après la restauration. Mais c'est sûr qu'il y a un temps de latence par rapport au fait de planter. Mais alors je ne sais pas où vous voulez arriver Mathieu, mais je sais que là, sur l'exemple, c'est logique qu'on n'a pas de ripicide puisque le cours d'eau a été déplacé. Mais lorsqu'on fait cette restauration, bien souvent, il existe quand même de quantités de bois mort sur l'ancien lit qu'on peut récupérer ou alors insérer des souches qui vont, à défaut d'avoir de la ripicide déjà implantée, vont créer cette rugosité qui peut capter aussi la matière organique, ou style feuille ou petit branchage qui va arriver de l'amont. Et donc, on voit bien que dès l'année d'après, on a quelque chose qui redevient quand même, qui tend vers un fonctionnement plus naturel. Mhm. Fabien qui avait mis un message dans le chat. Je sais pas si tu as un micro ou pas, Fabien, ou en attendant que Mathieu se reconnecte. Pas de micro, ok. Donc tu disais un rôle assez important aussi et qui permet de valoriser l'action, régulation des crues et amplification des champs d'expansion de crues. Ça marche bien en discussion au bord du cours d'eau en amont de Dole, notamment. Ok. Idole, c'est vrai que c'est un secteur sensible aux inondations et cet argument certainement est tout à fait pertinent. Les gens sont réceptifs, j'imagine. Mais bon, voilà, en tout cas, poursuivre aussi d'autres chantiers, c'est vrai que des fois la frilosité, elle est pas forcément que des riverains, ou c'est aussi par les entreprises qui, lorsqu'ils mettent en œuvre les actions, n'ont pas ce réflexe d'aller prendre les petites souches ou les bois morts déjà disponibles sur le côté pour les réinjecter dans le milieu. C'est vrai que pour eux, c'est peut-être une perte de temps ou c'est vraiment par négligence et par oubli. Mais je pense que le rôle du technicien de rivière, c'est bien d'insister dessus. Et il ne s'agit pas d'avoir des volumes non plus importants, mais ne serait-ce que déjà quelques petites rugosités, tout de suite, ça va enclencher après ces processus de captation en fait, des matières organiques qui arrivent par l'amont. Je crois que Mathieu. Ce que je disais du coup quand ça s'était déconnecté aussi pour te répondre, Gwen, c'était des fois on a lors des restaurations en fait, quand on recrée un lit par exemple dans son Talweg, on a des fonds de vallée qui sont tellement étroits qu'en fait on peut pas vraiment donner de la sinuosité au cours d'eau. Enfin, ce serait une sinuosité pas naturelle et ce serait quelque chose qui n'est pas adapté au secteur. Et du coup, dans toujours l'objectif aussi d'essayer de diminuer les à-coups hydrauliques en aval, si jamais on n'a pas vraiment ce linéaire de cours d'eau enfin, qu'on ne gagne pas en linéaire de cours d'eau, qu'on ne gagne pas en sinuosité, et ben, il y a vraiment d'autres intérêts, notamment via l'ajout de bois mort, pour augmenter la rugosité. Parce que si on n'a pas de rugosité, et ben, on n'a pas de frein naturel à l'écoulement. Ok. Mhm. Voilà, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions, des remarques. Il y avait eu des remarques de Fabien là, de Dole dans le chat, donc on s'est permis de les lire parce qu'il n'a pas de micro. Il a rajouté là que ça permettait aussi d'éviter le trop propre du cours d'eau. On garde les embâcles stables en amont et on a de beaux débordements sur prairies et marais riveraines du cours d'eau.
Et du coup, il ajoute que ça arrange bien les gens aussi, qu'à retirer un encombre, c'est du travail. Bah ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bah, moi, du coup, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Je sais pas si certains d'entre vous souhaitent intervenir ou pas. Parce que du coup, comme j'ai quitté plusieurs fois, là, c'est pas facile de suivre. J'ai juste peut-être un autre élément, c'est un exemple vraiment là pour le coup qui va être purement piscicole, mais ça vaut le coup aussi pour les invertébrés, remarque, enfin pour l'ensemble de la chaîne, c'est que donc le bois mort, bien ça va, ça vient, ça bouge, et globalement c'est ce qui permet d'instaurer une dynamique de renouvellement permanent du cours d'eau. Je m'explique au travers les processus de dissipation d'énergie, on voit bien, tu l'as bien souligné sur certaines photos, ça va remobiliser le substrat et ça va redonner justement soit des nouvelles zones de radier, ou en tout cas ça va faire un tri sédimentaire qui va pas être colmaté, qui va être favorable pour justement tous les invertébrés et les zones de reproduction. Et ça, en fait, dans les milieux qui sont complètement stables, on se rend compte qu'on n'a pas cette dynamique de renouvellement des faciès, et du coup c'est vraiment une perte en termes de productivité du milieu. Et en ce sens, le bois, il est vraiment très important. Mais tu l'as dit, hein, mais c'était une manière de l'illustrer différemment. Ouais, carrément, merci. Du coup, s'il y en a d'autres qui souhaitent intervenir, je propose de le faire maintenant. Sinon, on va pouvoir mettre fin à ce petit webinaire.